Good Morning Business. Et on commence d'abord avec le micro et ensuite avec une étude qui semble confirmer que Emmanuel Macron est bien l'ami des riches. Alors, s'il y avait une Pourquoi pas d'ailleurs ? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. L'histoire du président des riches, c'est mort. C'est installé, ça ne bougera plus. On avait une première observation qui avait été faite par France Stratégie, enfin le comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du début du quinquennat en 2017, quand on transforme l'ISF en IFI sur l'immobilier, et quand on décide qu'il y aura une taxation unique sur le capital, le prélèvement forfaitaire unique, appelé flat tax, à 30%. France Stratégie avait fait un premier bilan il y a un peu plus d'un an, en disant c'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais c'est à peu près les conclusions que l'on observe dans le travail qui a été mené par un économiste de l'INSEE et un économiste de l'adresse. C'est le service de statistique du ministère des Solidarités. Il regarde le bilan 3 ans après. Clairement, ça a profité aux plus aisés. Ça a creusé les inégalités, disent-ils. Vous avez 79% des gains provoqués par cette réforme qui sont allés aux 10% des ménages les plus riches. En même temps, c'était fait pour ça. L'IFI, la flat tax. De toute façon, quand vous touchez à la fiscalité du capital, ça va profiter aux gens qui ont du capital. Et ça va évidemment pas profiter aux plus pauvres du pays. Et le gain moyen par ménage concerné a même été un peu revu à la hausse par rapport aux chiffres de France Stratégie qui étaient plutôt dans les 6 500 €. Là, on est sur 9 770 €. Et la deuxième conclusion, mais celle-là, elle n'était pas présente il y a un an, c'est que ça a coûté beaucoup moins cher que prévu. Initialement, on se dit que cette réforme de la fiscalité du capital, ça va coûter un peu plus de 5 milliards, 5 milliards 100. Et là, ils arrivent à la conclusion que ça a coûté 2 milliards 9. Donc on est quand même sur 2 milliards et demi d'économies, principalement parce qu'en fait, ça a généré des gains qui ont été taxés par la CSG et l'impôt sur le revenu. Et puis en plus, ça a incité les propriétaires à déclarer davantage, de manière plus précise, la valeur exacte de leurs biens immobiliers, parce qu'on savait qu'il allait y avoir une chasse à la sous-déclaration, et donc on a eu des gains d'IFI qui ont été un peu supérieurs. Alors après, l'étude, elle omet quand même 2 éléments qui sont un peu plus indirects, bien sûr, mais on a bien vu tous les baromètres d'attractivité qui se sont envolés pour la France à la suite de cette réforme, et donc les gains en investissement qui ont été liés à ces gains d'attractivité. Et puis elle omet aussi de rappeler que, certes, on a baissé la fiscalité du capital, mais la France est encore un pays qui taxe plus la richesse que ses voisins, encore aujourd'hui. On a quelquefois entendu dire qu'on avait complètement aboli la fiscalité sur le capital. Non, mais il est clair que l'histoire du président des riches, c'est quelque chose maintenant qui est installé. Même si on a le record de la fiscalité redistributive qui fait qu'on a l'un des taux de pauvreté les plus réduits des pays de l'OCDE après redistribution, même si on taxe encore plus la richesse que les autres pays, politiquement, Emmanuel Macron ne se défera plus de cette casaque du président des riches, parce que là, les chiffres sont effectivement un peu sans appel quand même. Jean-Marc Daniel. Oui, je pense qu'effectivement, on continuera à l'appeler le président des riches. D'ailleurs, il devrait aller jusqu'au bout, c'est-à-dire supprimer l'IFI. C'était à partir du moment où, de toute façon, quoi qu'il fasse, il est le président des riches, qu'il assume. Alors, son discours, il ne veut pas être président des rentiers, c'est toujours ce qu'il dit. Il considère que l'immobilier, c'est de la rente. Oui, alors effectivement, ça c'est assez bien vu comme idée de ne pas être le président des rentiers. Considérer que l'immobilier, c'est systématiquement de la rente, c'est quand même un peu réducteur. Tout le monde a besoin de se loger. C'est quand même le premier principe de base que d'avoir un logement. Donc, je pense que dans cette affaire, en fait, on voit bien qu'on retrouve les mêmes discours, l'incapacité d'une partie de la population dans ce discours à analyser sur le plan économique. Déjà, Michel Rocard, quand il avait créé l'ISF, avait dit 2 choses. Il avait dit: je dois trouver un équilibre entre l'efficacité économique et la solidarité. Et donc, il avait expliqué pourquoi il fixait... Il avait raison. Il avait raison. Et il avait dit, le but de l'ISF, c'est pas de punir les riches, ce n'est pas une revanche sur les riches, c'est un appel à la solidarité. Il réutilisait le mot solidarité. Et donc, un des enjeux, c'est d'essayer de voir est-ce que l'ISF était un bon outil de solidarité, sachant qu'il était évident que c'était pénalisant pour la croissance économique. Or, là aussi, il y a une citation qu'aimait d'ailleurs beaucoup Michel Rocard, qui avait repris par la suite Emmanuel Macron, qui était la citation de Kennedy, c'est-à-dire les communistes veulent abaisser les riches, moi je veux relever les pauvres. Et donc, au lieu de passer son temps à regarder l'ISF, il faut regarder combien on a augmenté le SMIC, parce que les gilets jaunes ont conduit à une augmentation spectaculaire du SMIC, on a augmenté le minimum vieillesse, on a augmenté l'allocation aux adultes handicapés dans des proportions qu'on n'avait pas connues depuis Nicolas Sarkozy, c'est quand même pas négligeable. Ça, c'est vrai que politiquement, en termes de com, c'est plus compliqué à faire valoir et à prévaloir et à mettre en avant. Et la dernière remarque que je ferai par rapport à ça, c'est que je pense que, et je l'avais dit là aussi, il aurait intérêt à essayer de montrer qu'il est aussi le président des ruches. C'est-à-dire des gens qui travaillent. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte que l'on reconnaisse le travail,
qu'on remette le travail à l'honneur, qu'on comprenne bien qu'il faut abolir un certain nombre de règles sur la durée du temps de travail et que cet allongement de la durée du temps de travail, je pense, dont a besoin le pays, qu'elle soit rémunérée, qu'elle soit récompensée. Donc on n'est jamais trop président des riches, selon Jean-Marc Daniel. On n'est ni trop président des riches et on doit être président des ruches. Oui, mais le problème, c'est qu'on a des prismes d'opinion publique et médiatique sur l'opposition des riches et des pauvres, qui, encore une fois, est considérablement aplanie après la redistribution. On a toujours le record des prélèvements obligatoires et le record de la dépense publique. On sait bien que les inégalités, elles ne sont pas fiscales. Et on a beaucoup entendu parler d'inégalités fiscales. On sait bien que les 17 milliards qui ont été débloqués après les Gilets jaunes, personne ne les a vus, tout le monde les a oubliés. Et pourtant, ce que rappelait Jean-Marc est vrai. Il y a eu quand même des vraies décisions qui ont été prises. On n'est pas là sur 2,9 milliards, on est sur 17 milliards. Un Macron, selon le baromètre danielesque. Et les vraies inégalités sont sociales, les inégalités d'accès à l'école, d'accès à l'enseignement, d'accès à la formation, d'accès au diplôme, d'accès au logement. Elles sont là, les vraies inégalités. Et là, on n'a aucune réponse. Et par contre, l'opposition riche-pauvre occulte complètement le vrai sujet qui est celui-là. Merci Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel.